Ok, très bien, merci, c'est la fin de ce journal, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On va passer maintenant à une enquête exclusive sur les fermes houlomotrices. Je vous envoie directement le reporter sur place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet sur les fermes houlomotrices. Ah, on me dit dans l'oreille qu'il y a un problème technique. Ok, c'est bon maintenant, ok, on reprend. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la mer du Nord. Je suis actuellement devant un potentiel site qui pourra accueillir une ferme houlomotrice. Les énergies marines renouvelables occupent une place stratégique dans la transition énergétique mondiale, grâce à leur potentiel élevé et leur régularité accrue par rapport à d'autres sources d'énergie, comme l'éolien et le solaire. L'énergie houlomotrice, qui exploite la force des vagues pour produire de l'électricité, se distingue par sa prévisibilité et son accessibilité dans les régions côtières. Cependant, malgré son potentiel, cette technologie fait face à des défis techniques et économiques qui freinent son déploiement à grande échelle. Une ferme houlomotrice utilise l'énergie des vagues pour produire de l'électricité renouvelable, offrant une alternative aux énergies fossiles. Techniquement, elle repose sur des dispositifs flottants ou immergés qui convertissent le mouvement des vagues en énergie mécanique puis électrique. Ce travail reposera sur les aspects techniques, économiques et environnementaux des fermes houlomotrices. Des fermes bouées existent en Suède, en Australie, aux États-Unis et en France, utilisant des technologies innovantes, mais leur déploiement est freiné par des défis économiques et techniques. Les fermes houlomotrices nécessitent des sites avec des vagues assez hautes pour les rendre rentables. La péninsule ibérique est un endroit intéressant, il possède déjà quelques fermes houlomotrices. Un endroit qui revient souvent est Cornwall, au Pays de Galles. Ce site est surtout intéressant pour une possible hybride vent-vague. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'aspect environnemental ? Alors tout d'abord, si on compare les fermes houlomotrices aux sources d'énergie traditionnelles comme le pétrole ou le charbon, elles présentent plusieurs avantages majeurs. Tout d'abord, elles ne dépendent pas de combustibles fossiles, ce qui est un vrai atout pour la réduction de notre empreinte carbone. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les énergies renouvelables issues de l'océan, comme l'énergie des vagues, pourraient représenter jusqu'à 10% de la production énergétique mondiale d'ici 2050. C'est une contribution significative dans la lutte contre le changement climatique. Un autre avantage, c'est que l'océan couvre 70% de la surface terrestre, ce qui en fait une source d'énergie quasiment inépuisable. Contrairement au solaire ou à l'éolien, l'énergie des vagues est plus constante et plus prévisible. Cette stabilité permet d'envisager une production d'électricité plus régulière, ce qui en fait une solution fiable pour compléter notre mix énergétique renouvelable. En plus de cette production énergétique, les fermes houlomotrices jouent aussi un rôle dans la protection des littoraux en réduisant la hauteur des vagues avant qu'elles n'atteignent les plages. Elles contribuent à limiter l'érosion côtière. Cela permet de préserver à la fois les écosystèmes littoraux et les infrastructures humaines situées en bord de mer. C'est une double fonction très pertinente, notamment dans les pays comme les Pays-Bas, qui investissent beaucoup dans la protection des côtes. Ce type de technologie pourrait y avoir un vrai rôle stratégique. Cela dit, il y a aussi des désavantages qu'il ne faut pas négliger. La construction et la maintenance de ces infrastructures peuvent avoir un impact significatif sur la faune marine. Les espèces migratrices, par exemple, peuvent être perturbées par les bruits sous-marins générés lors des phases d'installation, et les câbles sous-marins qui transportent l'électricité vers la côte peuvent affecter certaines espèces sensibles aux champs électromagnétiques, notamment certains poissons mammifères marins. Un autre effet indirect à prendre en compte, c'est qu'en réduisant l'intensité des vagues, ces fermes peuvent modifier le transport naturel des sédiments, et ça peut perturber la dynamique côtière, altérer des écosystèmes marins et affecter des zones de reproduction ou de nourrissage pour la faune. Les modifications de courant peuvent avoir des conséquences réelles sur les habitats, parfois très fragiles. Enfin, même si ces fermes sont souvent installées loin des côtes et donc invisibles depuis la Terre, ce qui limite leur impact visuel, elles restent complexes à entretenir. Les conditions océaniques sont parfois extrêmes et les infrastructures doivent être conçues pour résister aux tempêtes et à l'usure. Cette maintenance représente un défi à la fois technologique et financier pour assurer une production stable et continue. Maintenant, nous allons demander aux passants ce qu'ils en pensent des fermes houlomotrices et s'ils en connaissent un petit bout de sujet. Venez. Excusez-moi monsieur, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, je suis pas est-ce que vous connaissez les fermes. Excusez-moi, est-ce que vous aurez déjà entendu parler des fermes houlomotrices ? Il existe plusieurs types de convertisseurs avec des fonctionnements différents. La chaîne flottante articulée est pour le moment la technique la plus commune pour le développement de l'énergie houlomotrice. Ce procédé requiert l'installation de longs flotteurs alignés dans le sens du vent et perpendiculaires aux vagues. De gros câbles sous-marins sont utilisés pour les maintenir à la surface de l'eau. Lorsque les flotteurs oscillent entre eux, ils activent une turbine, ce qui permet de comprimer un fluide hydraulique. Une autre possibilité est l'installation de colonnes à oscillation verticale, dont le fonctionnement repose sur une force centrifuge. Cette dernière est activée par une structure flottante installée à la surface de la mer, qui se compose de matelots faisant usage de mouvements de vagues pour activer une pompe.
Cette pompe fera pression sur un fluide hydraulique tout en faisant tourner une turbine qui, elle, produira de l'énergie houlomotrice avec l'aide d'un alternateur. And I hope, dear students, you are all going to enjoy these classes, missions, and Russia, then the USA and all, because Bon alors voilà, les filières houlomotrices, bon, bien que prometteuses, elles sont pas encore matures. Je pense que c'est ce qui rend vraiment difficile une évaluation précise des coûts et des productions d'électricité. Puis bon, l'investissement initial, il est quand même élevé parce que il faut avoir vraiment des systèmes qui sont résistants à l'eau, aux vagues, à des conditions climatiques compliquées. Donc voilà, en plus, ça engendre un entretien qui est quand même coûteux, des équipements qui sont coûteux, une main-d'œuvre qui va coûter de l'argent, qui doit être qualifiée. Donc voilà, et puis même un petit fait intéressant, simplement, c'est juste que ça coûte 2 à 3 fois plus cher de rien que trouver un spot où mettre l'appareil plutôt que de mettre l'appareil, quoi. Donc voilà, on peut donner une fourchette entre 12 et 40 millions d'euros pour une centrale de 5 MW environ, et ça peut monter jusqu'à 70 millions facilement pour une centrale de 10 MW. Donc voilà, après les coûts de production d'énergie, là on est vraiment aux alentours de ce qu'une éolienne peut coûter à produire de l'électricité. Mais voilà, c'est vraiment l'investissement initial qui va coûter très cher. Et puis mine de rien, le retour sur investissement, c'est compliqué aussi à évaluer, c'est encore très, très neuf. J'ai lu quelques recherches des chercheurs espagnols qui ont essayé de développer une méthodologie un peu sur comment est-ce qu'on pourrait trouver un retour sur l'investissement. Est-ce que ce processus est viable ou pas? Est-ce que cette nouvelle forme d'énergie est viable ou pas? C'est un peu compliqué et les résultats montrent quand même que la viabilité économique, elle dépend essentiellement de l'emplacement où on va mettre les fermes, donc en fait vraiment la puissance des vagues, etc. Et sinon des évolutions climatiques à venir, ce qui est quand même compliqué à dire pour le moment au vu de la situation actuelle. Voilà. Ok, alors une solution qui existe, c'est effectivement, comme vous le disiez, un hybride éolien houlomoteur. Donc ce serait en fait, ça permettrait d'optimiser l'utilisation de ressources naturelles, d'augmenter par exemple le rendement énergétique par unité de surface. Et puis mine de rien, les coûts d'installation, en fait, ils seraient réduits au prorata forcément des moyens mis dans les dispositifs. Et donc, ouais, ça pourrait profiter des infrastructures d'éoliennes offshore qui existent déjà pour pouvoir mettre donc ces fameux dispositifs houlomoteurs. il y en a beaucoup, hein. Je sais jamais laquelle c'est. Putain. Vous voyez, il n'y a pas trop de survivabilité, hein. En vrai, c'est pas fou. Alors chez CorPower, nous proposons une bouée de soulèvement qui absorbe les vagues à la surface. En fait, ce convertisseur est inspiré du mouvement d'un cœur qui pompe du sang. Et en effet, l'énergie des vagues est utilisée pour créer un mouvement rotationnel à l'intérieur de la bouée, qui est par la suite converti en électricité par des générateurs qui sont eux situés à l'intérieur de la bouée. C'est en fait une nouvelle technologie de contrôle de phase qui va permettre à la bouée d'être soit réglée, soit désaccordée. En fait, en mode désaccordé, ce sera utile en cas de tempête, quand les vagues seront trop hautes pour la machine. Ici, le piston dans la bouée ne bouge pas, donc ça ne va produire aucune électricité, et ça va être utile pour éviter d'endommager la machine. Cela donne donc une transparence par rapport aux vagues qui arrivent, un peu comme pour la fonction de survie d'une éolienne. Arrivons maintenant au mode réglé, donc celui-là il est plutôt utilisé en conditions standards, c'est-à-dire que la bouée elle est placée dans un timing qui sera optimal pour amplifier le mouvement des vagues qui arrivent d'un facteur jusqu'à 3. Et cette bouée, en fait, c'est une nouvelle technologie, donc ça va contenir 6 technologies clés qui vont permettre à la bouée d'être la plus efficace possible. Déjà, il y a une technologie qu'on appelle Wave Spring pour amplifier cette capture d'énergie des vagues par 3 quand elle sera en mode accordé. Et ça va permettre d'augmenter le rapport coût-bénéfice de la machine en tant que telle. Ensuite, on aura une boîte de vitesse en cascade pour convertir un mouvement linéaire des vagues en rotation avec une très grande efficacité au sein même de la machine. Et avec ce concept, la charge que subit la machine est répartie sur plusieurs petits rouages, améliorant son espérance de vie. Troisième technologie, c'est le cylindre de prétention pour appliquer une force vers le bas, ce qui remplace la masse qui serait normalement nécessaire pour avoir une bouée en équilibre à la surface. Ça va donc permettre de naturellement protéger l'appareil lors de tempêtes. Ensuite, la bouée est en fait composite, c'est-à-dire que c'est efficace pour une production à grand volume et à faible coût, car elle est formée de plusieurs parties séparément. Et ensuite, on a également une ancre
de type UMAC, qui est meilleur qu'une encre conventionnelle en termes de capacité de rétention, de coût et d'empreinte carbone. Finalement, un contrôle avancé via des algorithmes pour assurer une puissance maximale et une sécurité en temps réel sera appliqué à la bouée pour la rendre la plus optimale possible. Donc, quelques chiffres clés supplémentaires pour la machine Core Power. Donc d'abord, nous avons une puissance de 300 kW en conditions optimales, un facteur de capacité entre 40 et 60% dépendant des conditions qui est relativement élevé par rapport au solaire ou à l'éolien. La densité spatiale est de 15 MW par km², donc c'est la puissance générée par kilomètre carré d'océan. La taille d'une ferme sera environ entre 5 et 30 MW en capacité installée. Généralement 5 MW pour une ferme à 17 bouées et on peut monter jusqu'à 30 MW quand on a 100 bouées. Donc notre système Wave 4 va opérer sur le principe de dépassement oblique pour collecter de l'eau. Donc la machine a 2 coques de 90 mètres chacune de longueur, connectées à l'arrière par une charnière qui peut bouger pour faire varier l'angle relatif entre les coques. La machine est positionnée de sorte à ce que l'eau entre à l'intérieur par l'ouverture en séparant les coques. Cette eau va ensuite frapper l'intérieur de la machine. Cela va causer l'eau de jaillir au-delà des coques et de tomber dans des réservoirs internes qui se trouvent à l'intérieur des bouées de la machine. Ici, l'eau sera stockée temporairement sous forme d'énergie houlomotrice. La hauteur du franc-bord, c'est-à-dire la hauteur entre le haut de la machine et la surface de l'eau, de l'appareil, peut être ajustée via une cuve à l'est pour optimiser l'eau et la quantité d'eau qui va jaillir et qui va entrer dans les réservoirs de la machine selon la taille des vagues et des conditions météorologiques. L'eau stockée va ensuite progressivement être lâchée à travers une turbine qui, elle, va convertir l'énergie potentielle de l'eau en énergie mécanique. Cela va actionner des générateurs et donc produire l'électricité nécessaire de la machine. En conditions météorologiques normales, les coques restent à un angle qui sera ouvert pour permettre à l'eau donc d'entrer et de jaillir à l'intérieur des réservoirs. Par contre, en conditions de tempête, les coques peuvent être refermées, ce qui va permettre une meilleure chance de survie. De plus, on a un système qu'on appelle CALM pour Catenary Anchor Leg Mooring, qui est en fait un système d'ancrage accroché au fond de la mer en un point singulier, ce qui va permettre d'aligner l'appareil à la direction des vagues de manière passive, et donc cela va permettre d'augmenter la stabilité et aussi la durabilité de la machine dans le temps. L'appareil fonctionne à des profondeurs entre 50 et 100 mètres, donc on reste assez loin des côtes, et voilà. Cela a pour avantage de réduire son impact visuel sur le paysage, mais par contre, la maintenance est plus compliquée pour la même raison du coup.